Bonjour, je vais vous parler de la vignette du groupe 10 dont le diagnostic est parésie brachiocéphalique droite spastique chronique, séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche, cardio-embolique. Pour bien comprendre cette vignette, je vais tout d'abord reprendre quelques notions théoriques. L'artère sylvienne, appelée également artère cérébrale moyenne, est une branche de la carotide interne. Elle pénètre dans la scissure de Sylvius. Ces différentes branches permettent l'irrigation d'une partie de la face externe de l'hémisphère cérébral, qui comprend la partie externe de la circonvolution frontale ascendante, où se situe l'aire motrice primaire, ainsi que la troisième circonvolution frontale. De par son anatomie, l'artère sylvienne est plus à risque d'être obstruée que les autres artères cérébrales. Voici une représentation de l'homonculus moteur de Penfield, qui décrit la somatotopie du cortex moteur primaire. On peut voir sur ce schéma que la zone inférieure latérale du cortex correspond au territoire brachiocéphalique qui est averti dans notre vignette. La motricité dépend du faisceau pyramidal ou corticospinal. C'est une voie descendante dont le point de départ se situe au niveau du cortex moteur primaire, au niveau du gyrus précentral où se situe le premier neurone, et se termine au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière, lieu du deuxième neurone. Après le cortex, les fibres corticospinales rejoignent le tronc cérébral via le centre ovale, la corona radiata, puis la capsule interne, que l'on peut voir au niveau de cette courbe de Charcot. La somatotopie persiste dans le tronc cérébral. Le membre supérieur, indiqué par une flèche rose, se trouve dans le territoire moyen. Les fibres corticospinales s'engagent alors dans la moelle épinière en deux faisceaux. Un faisceau latéral pour 80 à 90% des fibres qu'on appellera indirectes, c'est-à-dire qui ont décussé au niveau du bulbe, et un faisceau antérieur constitué de fibres directes, qui ne décussent pas. Suivant cette anatomie, on peut facilement comprendre que tout problème cérébral donnera une symptomatologie contralatérale et non ipsilatérale. Expliquons maintenant brièvement la spasticité du patient. On sait que le faisceau corticospinal se projette directement ou indirectement du cortex à la moelle sur les motoneurones alpha et gamma. La spasticité correspond à une augmentation exagérée et permanente du tonus musculaire. Elle peut être attribuée à des modifications de l'inhibition des fibres 1B sur les motoneurones périphériques alpha. La désinhibition des motoneurones gamma entraîne également une augmentation de l'excitabilité des fibres intrafusales, et donc de réponse des fibres 1A. La parésie correspond à un déficit moteur incomplet. Dans cette vignette, la séquelle de l'accident vasculaire cérébral concerne le membre supérieur et la face. La parésie touche surtout les muscles extenseurs et supinateurs, ce qui met en flexion et en pronation le membre supérieur. On peut estimer la force musculaire par des mouvements contre-résistants sur le patient. Lors de l'épreuve du serment, le membre supérieur droit va alors descendre par rapport au gauche, et la main va se creuser progressivement et va donner ce qu'on appelle la main de Garcin. La parésie de la face se limite au territoire inférieur, car le supérieur est conservé, vu son innervation double. On observe un effacement du pli nasogénien et une asymétrie des traits. Le deuxième signe du syndrome pyramidal est l'hypertonie spastique qui touche surtout les muscles fléchisseurs et pronateurs. Elle est élastique, c'est-à-dire que lorsque l'examinateur relâche son effort d'étirement, le segment revient à sa position initiale. Le troisième signe important est l'hyperréflexie ostéotendineuse ou myotatique. Les réflexes sont vifs, diffusés, c'est-à-dire qu'on a une extension de la région réflexogène, et ils sont également polycinétiques, ce qui veut dire que pour une seule percussion tendineuse, on a plusieurs réponses. Il y a 4 réflexes pour le membre supérieur. La toxine botulique bloque la libération d'acétylcholine dans la synapse, en détériorant 3 protéines impliquées dans l'exocytose. La fusion des vésicules avec la membrane est bloquée, ce qui entraîne une faiblesse musculo-squelettique. Le baclophène est un GABAergique. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. L'origine du problème est cardiaque. J'ai mis ici 2 causes probables à la formation d'un embole. Un trouble du rythme comme une fibrillation auriculaire ou un problème valvulaire entraînant une stagnation du sang dans l'oreillette, ce qui favorise la coagulation et la formation d'un thrombus qui se détache et forme l'embole. Celui-ci est emporté dans la circulation, notamment cérébrale, et aboutit dans l'artère sylvienne gauche pour obstruer une de ses branches et entraîner une ischémie du territoire concerné. Dans ce cas, le territoire est brachiocéphalique. Après la phase aiguë dont nous ignorons l'histoire, s'est installée une symptomatologie séquelaire et chronique, constituée d'une parésie brachiocéphalique contralatérale par rapport à la localisation de l'AVC. En plus de cette parésie, on a une hypertonie spastique et une hyperréflexie. Voilà. Pour la vulgarisation, on dira
Madame, on peut comparer le sang à une rivière. Lorsque le flux est moins rapide, on peut observer de la boue sur les côtés. C'est ce qu'il s'est passé dans votre sang qui a coagulé et formé un morceau qui s'est détaché et est venu se coincer dans une artère de votre cerveau. Donc cette partie n'est pas bien nourrie. Elle contrôlait les mouvements de votre bras et de votre demi-visage droit.